Oui, c'est bon. C'est bon. Bien, bonjour à toutes et tous pour cette troisième journée des rencontres internationales de la bande dessinée. On est très heureux d'accueillir Éric de Chassey, qui est historien de l'art, qui est directeur général de l'Institut national d'histoire de l'art, ancien directeur de la Villa Médicis, et qui va nous faire une communication sur la place de la bande dessinée dans l'histoire de l'art. C'est à toi, Éric. Merci, mais il faut qu'on partage l'écran. Je suis navré, hein. On va y arriver. OK, bravo. Merci beaucoup. On peut s'étonner, surtout ici, évidemment. Alors, moi, c'est indiqué que je suis en sourdine, mais c'est bon quand même sur le Zoom. On peut s'étonner que la bande dessinée, surtout ici, ne soit guère prise au sérieux par les historiens de l'art, ou même qu'elle ne fasse pas partie de leurs objets d'étude. Cela fait longtemps, pourtant, qu'une partie au moins des historiens de l'art ont intégré les images d'illustration dans leur corpus, notamment ceux qui se placent du côté de la Kunstwissenschaft dans la lignée de Aby Warburg, ou bien de l'histoire de la culture visuelle. Mais il semblerait que deux obstacles au moins, sinon trois, se soient opposés à ce que les historiens d'art, dont moi-même, il me faut bien l'avouer, et vous avouez, traitent la bande dessinée comme un possible objet d'intérêt professionnel ou disciplinaire. Premier obstacle, je vais dire un certain nombre de truismes évidemment, mais la dimension littéraire, ou plutôt la présence du texte au sein de l'image et non comme source externe de l'image, car les historiens de l'art adorent faire remonter les images à des textes plutôt que les considérer pour elles-mêmes. Deuxième obstacle, la multiplication des images pour mener une narration, alors que les historiens de l'art, au moins de l'art occidental, s'attardent sur des images où la narration est condensée en une seule image, quoique avec une tolérance pour les images animées, tandis que ceux de la bande dessinée peuvent penser, comme l'a écrit Pierre Sterckx, que l'on ne peut à la fois explorer le versant narratif et le versant pictural, selon une vision très datée, cela dit, c'est-à-dire moderniste, de la peinture, mais on a un double préjugé, me semble-t-il, de ce point de vue-là. Troisième obstacle, le fait que la bande dessinée relève historiquement de la culture populaire, ce qui aurait pu ne pas constituer un frein s'il s'agissait de périodes éloignées ou de contextes culturels non occidentaux, mais ce qui semble poser problème, et évidemment ça en dit très long sur les préjugés qui guident la pratique de l'histoire de l'art, y compris internationalement, même si elle veut évoluer, dès lors que le genre apparaît dans une période qui est justement celle de l'autonomisation de l'œuvre d'art, la période des avant-gardes modernistes. Il faut ajouter en outre le fait que ce soit un art signé, autographique, le fait que ce soit un art signé autographique avec des auteurs reconnus, est paradoxalement un problème pour être pris au sérieux, parce qu'à partir du moment où on le définit simplement comme un art populaire, le fait même que ce soit un art populaire avec des auteurs est une chose que les historiens de l'art traditionnel n'aiment pas et contre lesquels ils ont un certain préjugé. Pour le dire là encore assez rapidement, s'il s'agit bien d'un art, à ce moment-là, c'est simplement un art qui relève d'un de ces mondes de l'art, pour prendre la notion à Howard Becker, le sociologue américain, d'un genre trop peu élevé pour être véritablement considéré.
Si je m'arrête sur la France, mais la situation ne me semble pas vraiment différente ailleurs, cela a des connaissances très directes. À ma connaissance, il n'y a guère d'historiens de l'art labellisés comme tels qui écrivent sur la bande dessinée, voire, quand je dis guère, c'est voire pratiquement pas. Ce sont vraiment des très grandes exceptions. Même lorsqu'on rencontre une exception, et je pense notamment à mon collègue Benoît Buquet, qui est maître de conférence à l'université François Rabelais de Tours et membre du laboratoire de recherche intrus, la bande dessinée n'occupe qu'une place marginale dans son travail. Si on regarde sa bibliographie, on y trouve quelques communications et articles sur le manga, mais à côté, et non pas vraiment dans le prolongement de son intérêt principal, qui reste les interactions du graphisme et des néo-avant-gardes des années 1960-1970. Et si je prends mon propre cas, je n'ai jamais écrit en tant que tel sur la bande dessinée, parfois sur des artistes qui ont fait de la bande dessinée. Je pense notamment à l'ensemble du groupe Bazooka et puis ensuite en prenant les gens du groupe Bazooka, mais jamais autrement. Ou presque jamais, je vais y revenir un petit peu à la fin. En fait, il n'y a guère que pour les ancêtres de la bande dessinée, et c'est évidemment intéressant que ça se passe avant la période proprement moderniste, comme Rudolf Töpfer, que l'on trouve une historiographie conséquente, quoique malgré tout assez limitée, en histoire de l'art, et là, internationalement. Je pense, enfin, mon hypothèse, c'est que c'est parce que ça n'est pas encore vraiment de la bande dessinée, que ça relève d'une période, le 19e siècle, où on a de très nombreux historiens de l'art qui travaillent sur les interactions entre le système des beaux-arts et son autonomisation et le système de l'imagerie populaire, notamment dans la lignée de Maya Shapiro, et que la bande dessinée, du coup, en fait partie, enfin, en tout cas, la pré-bande dessinée, la proto-bande dessinée, comme chez Töpfer, en fait partie. Pourtant, la situation aurait pu être très différente, ou du moins, ou plutôt même aurait dû être très différente, au moins depuis les années 60, 1960, car il s'est alors passé un phénomène dont on a beaucoup d'autres exemples, et à chaque fois que ce phénomène s'est passé sur d'autres domaines, ça a conduit à ce que les historiens de l'art intègrent les nouveaux aspects qui avaient été ainsi intégrés. On peut penser aux questions du primitivisme, du japonisme, etc. Ce phénomène, c'est le fait que des artistes, ceux qui sont exposés dans les musées, parce qu'évidemment les autres sont aussi des artistes, commentés dans les revues et les magazines, vendus dans les galeries et les salles des ventes, ont montré dans leur travail l'intérêt qu'ils portaient à la bande dessinée. Mais à rebours des autres intérêts dont je viens de parler, cela n'a pas eu d'effet sur les historiens et les critiques d'art, ou très très peu, alors même que d'une certaine manière, le phénomène n'a fait que s'amplifier depuis les années 1960, je ne vais pas vous montrer d'exemple, notamment avec la création de musées de bande dessinée, dont celui-ci, mais évidemment, il fait partie d'un réseau international de bande dessinée. Enfin, je ne sais pas si ce réseau est formalisé, Pierre Lungheretti me le dirait, mais en tout cas, on peut voir un certain nombre d'homologues qui n'ont pas, qui ont parfois moins d'ambition que celui-ci, même souvent, mais quand même, il y a une certaine multiplication. Puis, plus récemment, l'amplification d'un marché des planches originales de bande dessinée, établissant des records de prix similaires. Alors, similaires, tout est relatif, mais similaires quand même à ceux des tableaux, des photographies, etc. Cela me conduit à dire que, d'une certaine manière, les seuls historiens d'art, ou presque, avec peut-être l'exception de Pierre Sterckx, que j'ai déjà cité, mais à mon sens, c'est plus un critique d'art qu'un historien de l'art. Je ne vais pas me lancer dans une différenciation de ce point de vue-là, mais quand même, que les seuls historiens d'art à avoir prêté attention à la bande dessinée, ce sont les artistes. Et je n'ai pas le sentiment que de ce point de vue-là, on ait beaucoup évolué depuis la série d'articles fondateurs, bande dessinée et peinture, qui avait été coordonnée par Thierry Grunstein dans 3 numéros des cahiers de la bande dessinée au milieu des années 1980, ce qui est dire à quel point la situation est étonnamment stagnante. Encore, faut-il préciser un peu les choses. Quand Andy Warhol ou Roy Lichtenstein ou d'autres protagonistes du pop art états-unien reprennent, citent et transforment des images de bande dessinée de leur époque ou de leur jeunesse, là aussi ça a une importance, que ce ne soit pas toujours des choses de l'époque, mais souvent des choses qui renvoient à quelques années avant et à une forme de nostalgie, ils les traitent
comme des sources plus ou moins quelconques, sans manifester vraiment qu'il s'agirait potentiellement d'œuvres à l'égal des leurs. Je n'ai pas fait d'exemple, mais si on prend le cas de Liechtenstein, on voit très bien qu'en 1962, il fait aussi bien ce tableau qui est d'après une image de bande dessinée qu'un tableau d'après une publicité pour une machine à laver ou pour un séjour de vacances ou que sais-je. Ce qui l'intéresse, c'est le statut neutre et populaire de l'image et mécanique, et pas un statut artistique. Dans un certain sens, c'est une position typique des avant-gardes dans l'ensemble de la production, des productions de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, lorsque elles s'intéressent à la création dite populaire. On a plein d'exemples en musique autour de Bartók et d'autres. L'important, c'est de les transporter dans des nouvelles œuvres qui appartiennent à un cadre légitimé, qui sont censées les élever à une nature qu'elles ne posséderaient pas par elles-mêmes, et donc les transformer. C'est véritablement le cas. C'est pour ça que c'est toujours un problème dans la façon dont on parle de Liechtenstein ou de Warhol dans le rapport à la bande dessinée, c'est qu'on oublie souvent ce caractère indistinct par rapport aux autres régimes d'image. Il y a, cela dit, à l'intérieur du pop art quelques exceptions, et qui sont des exceptions beaucoup moins familières en général aux non-connaisseurs de l'histoire de l'art et où on connaît quelques grands noms et pas un système beaucoup plus large. Je pense notamment en Californie à Jess, cet artiste assez formidable qui, lui, a beaucoup travaillé sur les images de bande dessinée en leur laissant leur caractère plein et entier dans notamment toute la série d'œuvres du début des années 1950, tout début des années 1950, Tricky Cad, à partir de recomposition et recollage de planches de Dick Tracy, et puis qui a travaillé dans les années 60 encore jusqu'à sa mort à la fin des années 70 sur des images tirées de récits narratifs. Je n'ai pas le temps de dire ce qu'il en est dans son travail, mais avec un aspect qui est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus respectueux des particularités de la bande dessinée. Où je parle pour sortir de la Californie, mais c'est intéressant que ça n'est pas à New York que ça se passe, des artistes pop britanniques, notamment Peter Blake, qui non seulement cite de l'imagerie populaire, y compris de la bande dessinée, dans ses tableaux, mais aussi fait et publie au moins un cas de bande dessinée qui est publié dans le magazine Arc, qui est le magazine du Royal College of Art, en 1960, et qui est une bande dessinée entièrement originale, qui fait partie de son corpus d'œuvres, au sens plein du terme, avec, et j'y reviendrai un petit peu après, parce que ça fait partie aussi des problèmes de rapport à la bande dessinée par rapport aux autres arts, la prise en compte du fait que ce qui compte, c'est la présence de l'œuvre en question sur un support édité, multiple, illimité, etc., et pas la valorisation d'une planche originale. C'est précisément pour son caractère de diffusion dans le grand public que ça l'intéresse. Ou encore à un autre artiste britannique moins connu encore que Peter Blake, Derek Bosher, qui lui aussi fait des tableaux dans lesquels il cite de l'imagerie populaire et de la bande dessinée, mais fait aussi des bandes dessinées de façon autonome, et notamment en 1966, la bande dessinée Sexe Voiture, Sexe Guerre, Sexe Voiture. J'ai d'ailleurs, il y a une coquille dans le titre, parce que c'est Sex War et pas Sex Wars, Sexe Voiture, Sexe Sexe. Dans le contexte français, c'est bien sûr l'exemple de Bernard Rancière qui est le plus frappant, mais sur un mode qui est un mode qui se rapproche beaucoup plus de celui de Warhol ou de Liechtenstein, c'est-à-dire la bande dessinée comme source pour quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, on le voit dans ses premiers tableaux du début des années 1960, autour de la figure de Mickey et d'autres bandes dessinées très populaires, remontant à son enfance. C'est la bande dessinée comme source grotesque, ordinaire, faisant partie d'une culture commerciale qu'il s'agit de dénoncer, qui est présente. Et on pourrait en dire autant de l'utilisation de la bande dessinée dans l'essentiel, voire la totalité des protagonistes de la figuration narrative. Tant et si bien qu'en 1967,
On aurait pu croire la situation transformée lorsque le Musée des Arts décoratifs à Paris a organisé l'exposition bande dessinée et figuration narrative, mais que c'est une situation qui est une situation fermée et que, à part le travail qui se fait, me semble-t-il, ici, ces croisements, en réalité, ou cette intégration pleine de la bande dessinée se fait extrêmement peu. Alors, comme j'ai peu de temps pour parler, je vais essayer d'être très synthétique. Tout ce que je dis mériterait à chaque fois, et tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, mériterait discussion, etc. Mais j'espère qu'on aura un peu de temps de discussion à un moment. Il me semble que pour l'histoire de l'art, en tout cas, les options sont les suivantes. Il y a des options qui me semblent plus intéressantes que d'autres, évidemment. Soit on considère la bande dessinée essentiellement, et c'est déjà un pas important, comme un contexte à prendre en compte pour l'art du XXe siècle. C'est par exemple de cette façon-là que je l'ai incluse, et ça paraît aller de soi, mais je crois, et j'ai regardé à l'occasion de la préparation de cette intervention s'il y avait d'autres exemples, et je n'en vois pas vraiment, que je l'ai incluse dans mon livre qui s'appelle « La peinture efficace », et qui traite de l'histoire de l'abstraction et des conceptions de l'abstraction aux États-Unis des années 1900 aux années 1960. Donc, ça me conduit à intégrer notamment la représentation de l'abstraction dans la bande dessinée. J'analyse, mais très succinctement, quelques exemples, dont un certain nombre de planches de Mickey dans ses aventures extraterrestres avec Iga Biwa, et où dans l'environnement de Iga Biwa, on a des peintures, des décors qui sont des décors abstraits qui renvoient à peu près à l'abstraction qui se faisait 10 ans avant la réalisation de l'œuvre. Ou encore d'être au moins à peu près clair sur les sources et le contexte dans lequel Bertrand Lavier crée ses œuvres inspirées par une bande dessinée, et de dire que la bande dessinée qu'il cite n'est pas, comme il le dit inlassablement à longueur d'interview, et comme le répètent les historiens de l'art qui ne vérifient pas les sources dès lors qu'il ne s'agit pas de sources entre guillemets sérieuses, et que donc c'est la façon dont il considère la bande dessinée, que la bande dessinée en question n'est pas de 1947, la série très très abstrait, mais bien de 1977, et que c'est dans une version au départ française, européenne de Mickey, et pas dans une bande dessinée américaine qui aurait été donnée par les troupes d'occupation. Enfin, il y a toute une espèce de d'élucubration de ce point de vue-là qui est rarement possible autrement. Deuxième situation possible, prendre la bande dessinée, ce n'est pas fondamentalement différent, mais il y a une petite différence quand même. Comme productrice de l'histoire de l'art, et d'abord, historiquement, il me semble que si on regarde les choses, c'est d'abord de l'art qui est le plus contemporain de la bande dessinée. Alors, c'est déjà le cas des aventures de Monsieur Pencil de Topfer, qui se moque de la pratique de la peinture naturaliste en plein air, qui se moque, c'est de l'auto-ironie par ailleurs, parce qu'il en fait lui-même du romantisme des années 1820-1830, avec son personnage qui est dans la nature et qui essaye de peindre. C'est le cas, alors je vous prie de m'excuser par avance, je connais, je crois, assez bien ce qu'on doit continuer à appeler, parce que je connais mal les références théoriques, l'école franco-belge. Je suppose que je suis en train de dire une hérésie, mais je connais très mal le reste de l'histoire de la bande dessinée, donc toutes mes références vont venir de là. Mais donc, ce qui m'intéresse, c'est effectivement le fait qu'on a un discours porté par la bande dessinée sur la production quasiment actuelle, et très souvent sur un mode humoristique qui est celui du quiproquo, mais avec une connaissance quand même assez fine et assez immédiate de ce qui peut être fait. Donc voilà, vous en avez un exemple ici avec un des Modestes et Pompons dessiné par Franquin. Vous en avez un autre exemple qui est peut-être moins attendu dans les aventures du prince Riri de Van der Steen en 59, avec ce personnage de peintre qui fait des tableaux abstraits en étant à bicyclette sur une toile au sol
Ce qui est effectivement une chose qui s'est passée 2 ans avant en Grande-Bretagne avec un artiste qui a largement disparu de l'histoire de l'art, mais qui est quand même un artiste assez intéressant, William Green, où vous avez encore un exemple avec encore Modeste et Pompon, mais dessiné par Attanasio et plus par Franquin, avec contemporain des premières expositions de Kenneth Noland en Europe, la présence d'images, et on est encore sur les mêmes quiproquos, puisque les cibles de Kenneth Noland sont pris directement comme cible pour un jeu de fléchettes. Je ne sais pas quelle est la position réelle de l'auteur de ce point de vue-là, si c'est simplement de se moquer ou pas, mais en tout cas, il y a une chose intéressante. Puis, peut-être en bande dessinée, et c'est évidemment intéressant que ce soit encore une fois dans les années 60, 70, 1960, 1970 que ça apparaisse, parce que c'est convergent avec ce que j'ai dit tout à l'heure, l'intégration de ce qu'on pourrait appeler l'histoire de l'art plus ancienne dans certaines séries, notamment évidemment dans Alix, et je pense à cette image assez extraordinaire de l'atelier de peintre sur céramique rencontré à Athènes par Alix dans le... Enfin non, d'ailleurs, il n'y a pas Alix dans cette planche-là, dans l'enfant grec, ou même, il faudrait les comparaisons sont faciles à faire, elles ne sont pas absolument passionnantes, dans le tombeau étrusque et sur le fait de travailler sur une documentation précise. L'histoire n'est plus affaire du nombre d'archéologues qui ont fait de l'archéologie grâce, enfin, ou peut-être pour détourner les sentiments que leur procurait la lecture d'Alix et de ses aventures avec son ami Énaque. Mais on sait qu'il y a des reproductions d'œuvres d'art importantes et qui arrivent petit à petit. Et puis peut-être, là encore, en tout cas un peu moins connue, une production qui, à mon sens, relève vraiment de la manière dont la bande dessinée peut faire de l'histoire de l'art directement. C'est les séries de Jean H. publiées dans Pilote au début des années 1970, notamment la très belle série sur le Alice au Pays des Merveilles, vue à travers les œuvres des peintres surréalistes. Mais il y en a d'autres, évidemment. Un moment intéressant d'interaction entre ces deux manières de faire de l'histoire dans la bande dessinée, c'est le début des années 1980, avec une sorte de convergence entre, d'une part, une vague rétrospective, voire franchement rétro, enfin une vogue rétro, une mode rétro, dans la bande dessinée, mais comme dans l'ensemble de la culture populaire, et un intérêt donc pour l'art des années 1950-1960, c'est-à-dire dans cette vogue rétro, l'intégration pleine et entière d'une histoire de l'art des années 1950-1960, soit sur un mode qui reste un mode uniquement humoristique, ce qui est le cas par exemple chez Svart, qui est peut-être le premier, il faudrait regarder à travailler de cette façon-là, c'est-à-dire avec ce caractère rétrospectif et en même temps en travaillant en intégrant la dimension artistique de façon pleine et entière comme sujet, ou sur un mode qui est un mode à la fois humoristique, mais aussi de célébration, etc., chez Flock, notamment dans la série des couvertures pour Life et ses dérivés. Avec, à ce moment-là, une affirmation, ou en tout cas des essais très explicites d'intégration pleine de l'histoire de l'art, qui inclut évidemment l'histoire de l'architecture, et de la bande dessinée, notamment l'exposition architecture et bande dessinée, architecture de bande dessinée, pardon, et son catalogue qui est aussi un numéro spécial du magazine à suivre. Je ne sais pas s'il y a eu un catalogue à part, mais il ne me semble pas me souvenir de ça. Et évidemment, là, on est dans ce rapport rétrospectif plein et entier qui renvoie aux bandes dessinées des années 1950, à la présence dans ces bandes dessinées d'architecture de type futuriste, parfois précise, parfois pas précise et complètement inventée. Ça va jusqu'à l'invention d'une figure de peintre comme protagoniste important d'un scénario de bande dessinée, le peintre Zélantus dans Cité Lumière de Tête Benoît, et ce qui m'intéresse évidemment si je pense à la bande dessinée comme faisant de l'histoire de l'art, l'invention même de notices sur ce peintre, y compris de notices qui sont des notices rétro-futuristes,
dans le sens où la bande dessinée est publiée en 1986, et comme vous le voyez dans la dernière page de la bande dessinée, qui n'est plus qu'une notice de dictionnaire sur le peintre en question, cela inclut des œuvres du peintre en question qui datent des années 1990, donc d'une manière qui est une manière presque prospective ou prescriptive. Et on a évidemment depuis de très nombreux exemples qui se sont multipliés dans les années récentes de bandes dessinées qui font directement de l'histoire de l'art, soit sur un mode que je qualifierais ici, même si j'ai une très grande admiration pour elle dans le cas de Catherine Meurice. Nous invitons Catherine Meurice la semaine prochaine à l'Institut national d'histoire de l'art, dans une série de conférences pour les 20 ans de l'Institut national d'histoire de l'art, qui est consacrée à la question que peut faire l'histoire de l'art aujourd'hui, à nous expliquer ce qu'elle peut faire pour elle, qui est dessinatrice de bande dessinée, et sur un mode qui est un mode qui me semble extraordinairement en phase avec les recherches les plus pointues de bande dessinée, dans la petite série de Philippe Dupuis, avec notamment le fait de considérer aussi bien l'acte de création que le non-acte de création comme faisant partie de l'histoire de l'art. L'histoire de l'art telle qu'elle est traditionnellement, qui ne considérerait que des objets entre guillemets légitimes, peinture, sculpture, etc., avec le premier tome consacré à Man Ray notamment, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, mais le troisième, et c'est pour ça que j'ai choisi de le reproduire ici, consacré à Paul Poiret, c'est-à-dire l'intégration de la question de la mode comme étant une question relevant pleinement de l'histoire de l'art dans des rapports complexes à la question de la création. Troisième option possible, et en réalité, alors historiquement, c'est celle qui ne marche pas du tout, c'est le fait de considérer la bande dessinée comme touchant ou comme relevant directement des arts visuels dans les catégories traditionnelles. Alors c'est là où on met en avant les productions d'art entre guillemets légitimes des auteurs de bande dessinée. Je n'ai pas besoin de faire de très longs discours pour montrer à quel point J.G. est beaucoup plus intéressant que Joseph Gillin, est beaucoup plus novateur, et que quand il est peintre, c'est à la fois extraordinairement mauvais et en plus extraordinairement passéiste, etc. Même chose pour Hergé, qui est 100 fois plus intéressant, 1000 fois plus, 10 000 fois plus intéressant comme auteur de bande dessinée que comme peintre sous le nom de Georges Rémy. Là encore, moi je dois avouer que j'avais vu une exposition sur J.G. Gillin à Bruxelles il y a quelques années, l'exposition Hergé au Grand Palais il y a quelques années également, et c'est vrai que quand on voit ce qui est présenté comme œuvre, on est assez atterré. Si je pense au tableau de Cuvelier, de tout ça, c'est une horreur. Du point de vue de l'histoire de l'art, c'est vraiment terrible. Et je ne dirai rien de la situation contemporaine, je vous promets. Moi, il me semble que ça devient vraiment intéressant quand on est de ce point de vue-là avec des gens qui travaillent, qui essayent de travailler aux marges des deux. Et c'est effectivement pour ça que je me suis intéressé particulièrement au groupe Bazooka. Et la manière d'ailleurs de dire qu'ils sont aux marges, c'est en jouant sur les noms d'auteurs, etc. Donc, Christian Chapiron devenant Kiki Picasso, Louis Dupré devenant Loulou Picasso, et Riri... Bernard Vidal n'a pas totalement assumé de s'appeler Riri Picasso, il l'a fait juste pour quelques planches, et puis après, il a arrêté. Et bon, il se trouve que j'ai consacré une exposition monographique à Kiki Picasso, j'ai montré Bazooka dans d'autres expositions, et j'ai écrit pas mal sur eux, mais quand j'ai montré l'exposition Kiki Picasso, j'ai eu plein de gens qui sont venus me demander si c'était bien le petit-fils de Picasso, en essayant de comprendre quel était son rapport aux uns et aux autres. Et la petite fille, une des petites filles de Picasso m'a dit qu'il y avait un certain nombre de gens qui lui demandaient si c'était son cousin, si c'était son frère, qui ne comprenait pas, etc. Donc, c'est plutôt réjouissant de ce point de vue-là. Et puis, enfin, dernière option, et je vais en terminer par là, rassurez-vous, c'est celle d'une prise en compte de la bande dessinée comme art visuel à part entière à intégrer dans une histoire générale de l'art. Je plaide pour cette manière-là de le faire, et j'en donne juste un exemple ici, que quand on écrira une histoire de l'abstraction et du monochrome qui intégrera de façon naturelle
à la fois ce qui est fait déjà par une partie de l'histoire de l'art, les antécédents dans une culture difficile à placer, ceux d'Alphonse Allais et du groupe des Arts Incohérents, avec cette découverte qu'on vient de faire d'un certain nombre d'originaux possibles, même s'il y a des discussions, notamment du fameux Combat de nègres pendant la nuit que Allais a repris dans son album Primo Avrilesque, donc dans la version qui est la version normalement des années 1880 et pas la version des années 1890, le passage par le quadrangle noir de Malevich, sous lequel on sait aujourd'hui par des analyses, il y a des références directes aux incohérents, donc ce qu'on a dit être pendant longtemps une élucubration d'un historien de l'art, Denis Rioux, s'est vérifié à partir de radiographies récentes de l'œuvre être une réalité. Et si je fais l'histoire de l'art chronologiquement, ça intègre la planche d'Hergé, Occultation 1, pendant la guerre de Kik Flupk. Et puis le passage, à partir de là, il y a plein d'éléments intermédiaires, Ryman, Ellsworth Kelly, Yves Klein, etc., pour aller dans les années 1980 avec la série des substituts en plâtre d'Alan McCallum. Enfin, bon, je n'ai pas besoin de faire de long discours pour vous dire comment tout ça produit du sens qui est plutôt intéressant et qu'on a intérêt à faire, et qui me semble plus intéressant que la manière dont on ramènerait la production de quelques auteurs de bande dessinée à des sources anciennes dans l'histoire de l'art. Et là, je vais continuer, puisque j'ai cité pas mal Pierre Sterckx à propos de Hergé. Je trouve remarquable de synthèse, de finesse, ce qu'écrit Pierre Sterckx en disant « Tout le génie du dessin de Hergé parcourt l'écart Miro, Holbein et Lapez ». C'est magnifique, c'est parfaitement observé. Il y a de la documentation en plus, avec les images qu'Hergé avait lui-même dans son propre bureau, sauf que ça pose un peu de problème quant à la notion de génie, et que si on pense à une histoire de l'art général, si ce que fait Hergé, c'est simplement de faire la synthèse entre un artiste du XVIe siècle et un artiste du tout début du XXe siècle, ça ne le place pas vraiment dans cette histoire de l'art général. Alors que quand on regarde, comme je l'ai fait tout à l'heure, en 1939, ce qu'il invente, de toute façon, à partir des années 1920, c'est effectivement des inventions pleines et entières, et peut-être effectivement le dialogue direct, plutôt que sa propre peinture très médiocre, ce que lui-même disait, avec les artistes se servant de l'image de son époque. Lichtenstein, qu'on voit en arrière-plan de cette interview télévisée, ou Warhol, avec qui il discute en 1977, est évidemment plus intéressant. J'avais essayé, et comme souvent dans ce que j'essaye de faire en histoire de l'art, j'avais l'impression que ça serait repris par d'autres et que je n'aurais pas à le faire. En 1995, quand on m'avait demandé j'étais chargé de cours en histoire de l'art, et j'avais participé, j'avais écrit la plupart des chapitres consacrés à l'art du XXe siècle dans un manuel d'histoire de l'art qui est encore réédité chez Flammarion sous la direction de Philippe Dagen et Françoise Hamon. Et j'avais insisté pour dire qu'il est nécessaire de mettre dans ce manuel d'histoire de l'art pour le XXe siècle le cinéma, la photographie, les arts graphiques, la bande dessinée, etc. Et on m'avait répondu, j'avais pas 30 ans, hein, et j'étais avec des gens qui étaient des piliers de la discipline. On m'avait répondu, si vous voulez vraiment le faire, vous n'avez qu'à le faire, mais aucun d'entre nous ne l'assume, c'est vous qui allez écrire les chapitres. J'avais répondu en disant que je n'y connaissais pas grand-chose. Donc, j'ai pondu ces 2 pages qui, très longtemps après, sont encore les seules pages consacrées aux bandes dessinées dans les ouvrages de type manuel qu'on trouve en histoire de l'art. Enfin, il y a une page consacrée à la bande dessinée. Sans doute qu'il y a beaucoup, je n'ai pas relu pour l'occasion ce que j'ai écrit, mais c'est sans doute plein d'erreurs. Et puis une illustration au maximum, on n'était pas dans grande chose. Bon, manifestement, ça a à peu près rien donné, puisque les historiens de l'art continuent à ne pas s'en servir. Je pense, cela dit, qu'il y a un vrai intérêt à intégrer pleinement la bande dessinée dans l'histoire de l'art, avec des inventions visuelles, avec des choses qui ont été mises au point en bande dessinée, qui ont une importance considérable, une intelligence visuelle absolument incroyable,
sans nier les spécificités de la bande dessinée. C'est un peu idiot de prendre l'exemple d'Hergé, je suis d'accord, c'est un peu bateau, tout ce que vous voulez. Comme il se trouve que j'ai écrit des très longs textes sur la question de la grille dans le modernisme et dans l'histoire de l'abstraction et de l'architecture moderniste, je voudrais juste terminer par ça, parce que c'est une sorte de mea culpa. Je regrette beaucoup que ma limitation d'intérêt et d'esprit ne m'ait pas conduit à intégrer pleinement, par exemple, cette case, mais c'est un peu plus qu'une seule case, mais même cette case, ça suffit, de Hergé dans une histoire qui va des mosaïques romaines jusqu'aux années 1990 dans le texte que j'avais écrit, et qui intègre notamment ce petit cartoon de Ad Reinhardt, qui est sans doute un des artistes abstraits à la fois les plus sérieux, les plus fermés sur lui-même, mais il se trouve qu'il a fait plein de bandes dessinées, enfin, alors, je ne sais pas si c'est de la bande dessinée, mais des cartoons américains, dont celui-ci qui me semble une assez bonne conclusion, en se rappelant que, comme dans le cas de tous les artefacts qui sont produits par les industries culturelles, il faut prendre en compte les spécificités du régime au sein duquel les images de la bande dessinée sont produites, c'est-à-dire la question du régime spécifique d'auteur, de son rapport éventuel à des ateliers, etc., de son rapport à la commande, de son rapport au caractère marchand et commercial de la production, l'importance de la multiplicité. Pareil, quand j'avais fait une exposition où j'intégrais beaucoup de planches de bazooka, qui était une exposition qui s'appelait Europunk, une conservatrice de la Tate était passée en me disant « mais je ne comprends pas où sont les originaux. Tu ne montres que des photocopies et des publications dans des magazines. » Et je lui avais répondu en lui disant « mais c'est ça les originaux. Il y a pas... Effectivement, on peut valoriser la planche originale et ça a de l'intérêt, mais ça n'a pas été fait dans cet esprit-là, en tout cas par ces artistes-là. L'idée est que ça soit immédiatement diffusé, avec ensuite la question de l'intention narrative et avec peut-être une différence qui resterait cruciale ou une spécificité qui resterait cruciale pour moi et dont on peut éventuellement débattre, qui est, mais où il n'y a pas vraiment de notion en français, pardon, qui est la question de ce que la langue anglaise appelle le format, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un lien intrinsèque dans les arts envisagés par l'histoire de l'art de façon traditionnelle entre dimension, matérialité et image, alors qu'un des éléments qui me semble caractériser quand même la bande dessinée, c'est le fait que ces éléments sont décorrélés. On peut avoir une planche originale en noir et blanc qui va être ensuite mise en couleur, enfin, c'est même le cas le plus souvent, éventuellement par quelqu'un d'autre. On peut avoir une image de petite dimension qui va être agrandie, au contraire une image de très grande dimension qui va être rapetissée, etc. Et qu'il y a peu d'auteurs pour qui cette notion du format a une importance essentielle, ce qui, pour un moderniste comme moi, sans doute, non pas pose un certain nombre de problèmes, mais en tout cas conduit à réviser un certain nombre d'habitudes. Et ici, je n'ai pas à plaider pour le fait que l'histoire de l'art puisse prendre au sérieux la bande dessinée, mais c'est quand même ce que je voudrais faire en plaidant entièrement coupable pour ma propre corporation de ce point de vue-là et en espérant que le travail qui se fait ici puisse avoir un jour une influence plus importante, notamment dans le monde universitaire. Mais vous savez, dans le monde universitaire, en histoire de l'art, on continue en France, mais partout dans le monde, ou à peu près, à penser que dans chaque département, il doit y avoir un représentant de l'histoire de l'art antique, de l'histoire de l'art médiéval, de l'histoire de l'art moderne et de l'histoire de l'art contemporain, qui commence au début du 19e siècle, comme chacun le sait, et que donc le jour où il sera possible d'y intégrer la bande dessinée n'est pas encore arrivé, sauf à la penser véritablement à l'intérieur du régime général des arts contemporains. Merci.
C'est un peu assommant, hein, comme pour vous réveiller, je suis d'accord. Hein. Mais même moi, j'ai du mal à me réveiller. Donc. Bien sûr. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence. Je pense, moi, je suis hispaniste, donc je pense à d'autres peut-être traditions. Par exemple, pour ce qui concerne la bande dessinée, en Espagne, on voit des thèses et des historiens de l'art qui s'intéressent beaucoup plus à la bande dessinée qu'en France. Alors qu'en France, ça se passe dans les départements ou dans les laboratoires de littérature, etc. Il y a des petites nuances même si le constat général est le même, hein, de toute façon. Mais il y a des petites différences peut-être d'approche suivant les pays et les traditions peut-être aussi. Non, merci. Oui, je sais bien ça, mais quand même, ça reste des exceptions, quoi qu'on fasse. Il y a un vrai problème de... Enfin, je sais pas, je n'ai pas prononcé le mot jusqu'à présent. Je ne sais pas pourquoi, en fait, c'est bizarre, mais il y a un problème de base qui est un problème de mépris. C'est pas autre chose. C'est-à-dire que le nombre d'historiens de l'art que je connais qui, effectivement, lisent de la bande dessinée et aiment la bande dessinée, mais ont l'impression que ça doit rester dans le domaine privé et pas accéder à un statut de prise en compte complète est absolument phénoménal. Ça, c'est vrai. Après, que le manque de culture en bande dessinée soit vrai aussi, ça, c'est autre chose. Mais... En fait, c'est des fauteuils où il faut vraiment s'enfoncer. Je n'avais pas compris que c'était très confortable. En réalité. OK. Merci pour cette belle présentation. Et demain, toujours, malgré cette présentation, la question, mais pourquoi l'histoire de l'art et les professeurs d'université tardent vraiment à prendre en main cette question de la bande dessinée? Et il est vrai qu'aussi en tant qu'étudiant et en tant qu'aussi professeur dans certaines institutions sur la bande dessinée et l'histoire de l'art, c'était très compliqué d'en parler. Je voudrais vous poser la question, malgré les lieux de consacration tels que les musées ou comme pouvait être aussi l'histoire, votre institution ou les musées, on voit bien qu'il y a une recherche qui montre la force de la bande dessinée, sa capacité quand même à interroger et toute la culture qu'il y a derrière. Je me demande si l'histoire de l'art n'en parle pas, c'est aussi une capacité de parler du contemporain, du présent, de s'interroger sur le présent, ou c'est juste une question de confort. Pourquoi la bande dessinée qui a une... Pardon. Ouais. Je me disais, c'est juste une question liée au confort des professeurs qui ont une autre formation qui n'est pas celle de la bande dessinée. Ou moi, je me suis toujours posé cette question parce qu'il y a quand même aujourd'hui, on vous a entendu, on voit bien que voilà, nous ne sommes plus à l'ère de la légitimation de la bande dessinée. On connaît quel est le statut de la bande dessinée. C'est vrai que certains la considèrent encore comme un genre, je disais ce matin, bâtard, parce que bon, voilà, qui mêle aussi bien la littérature que les arts visuels. Mais jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi, si dans les institutions, on en parle bien, on voit bien qu'il y a une recherche très riche, pourquoi les universités tardent à juste récupérer le travail qui a été refait et le distribuer comme ça aux étudiants, je veux dire. Voilà. Alors, merci pour la question qui est évidemment très vaste et je ne vais pas y répondre entièrement. Il me semble qu'il y a plusieurs choses. Celles que j'ai dites, donc je ne vais pas y revenir. Et c'est évidemment un défaut important. Mais peut-être que de l'autre côté, il y a le fait qu'effectivement, et pardon de le dire de cette manière-là, une grande partie de la production de bande dessinée, et c'est normal dès lors qu'on touche à une industrie culturelle, est effectivement bâtarde, et que si on la considère du point de vue de critères qui appartiennent en propre aux disciplines à partir desquelles on l'analyserait,
on peut avoir affaire à des choses qui sont très peu intéressantes. Pardon de le dire ici, mais les 3/4 des murs qui sont dans la ville d'Angoulême et que j'ai vus sont visuellement d'une qualité extraordinairement faible. Alors, peut-être que si on les considère que visuellement, comme des œuvres d'art, si on les considère en se disant « tiens, c'est sympathique, je retrouve un de mes héros favoris, etc. », mais quand même, c'est extrêmement faible. Quand vous avez un… Non, mais je ne vais pas donner d'exemple parce que ça serait trop méchant. Mais je pense que… Enfin bon, c'est intéressant parce qu'effectivement, la bâtardise peut être réellement intéressante et fructueuse quand elle assume ce statut-là, quand elle essaye de jouer à autre chose, en fait à imiter autre chose, ça marche, à mon sens, pas très bien. Et ça donne ce que j'ai montré sur les essais des auteurs de bande, enfin des dessinateurs de bande dessinée à faire du entre guillemets grand art. En règle générale, c'est une catastrophe. Et sans donner de nom, je pense que c'est aussi le cas pour la période très contemporaine. Donc, déjà, il y a cette question-là. 2, ça veut dire aussi que si on la considère uniquement d'un point de vue qui est celui de l'histoire de l'art, qu'on le veuille ou non, chaque discipline a ses limitations, etc. Uniquement d'un point de vue visuel, ça veut dire qu'il y a toute une partie de la production qu'on va considérer comme étant d'un niveau peu intéressant. Pour moi, ça consiste quand même à se dire que on peut se dire que les hiérarchies n'ont aucun intérêt, etc. Je suis un adepte et un lecteur fervent de Lawrence Holloway, ce grand critique d'art anglais des années 1950 qui a inventé le pop art et cette idée d'un continuum entre la culture populaire et les beaux-arts. Mais ce que dit Holloway et qui me semble devoir être retenu, c'est que les structures hiérarchiques traditionnelles doivent être défaites, mais qu'il faut trouver d'autres hiérarchies. Donc peut-être effectivement repenser des hiérarchies à partir de cela à l'intérieur de domaines spécifiques en fonction de leurs caractéristiques propres me semble être la bonne solution et s'autoriser du coup à parler effectivement de ce qui intéresse. Je suis toujours frappé que beaucoup d'historiens de l'art qui me disent, quand je parle de bande dessinée et histoire de l'art, dans l'institution que je dirige en disant, par exemple, pour les 20 ans, c'est important d'inclure la bande dessinée d'une manière ou d'une autre. Quand ils me disent qui les intéresse, en fait, ce qui les intéresse, c'est des auteurs de bande dessinée qui parlent d'histoire de l'art et pas des auteurs de bande dessinée, enfin des scénaristes ou des dessinateurs qui font de l'histoire de l'art ou qui participent pleinement à ce que j'ai dit, c'est-à-dire à un régime général d'histoire de l'art. Ils ont peu d'intérêt pour cela. Et enfin, pour terminer quand même, quand je dirigeais la Villa Médicis et que ça me semblait, enfin, j'avais dit de façon naturelle, que pour moi, il était naturel que toutes les hiérarchies traditionnelles disparaissent et que donc, on pouvait imaginer qu'il y ait des dessinateurs et des scénaristes de bande dessinée qui soient pensionnaires. Ils étaient peu candidats à la participation à cette forme de culture légitime, etc. Voilà, ça c'est une première chose. Et 2, effectivement, beaucoup de ceux qui étaient candidats pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire étaient candidats pour faire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire pour dire jusqu'à présent, j'étais dessinateur de bande dessinée, mais grâce à la Villa Médicis, je vais devenir un grand artiste. Au lieu de se dire, je vais être dessinateur de bande dessinée et donc grand artiste, et j'ai pas besoin de la Villa Médicis pour ça. Si j'ai besoin de la Villa Médicis, c'est pour venir y travailler. Alors, Catherine Meurice n'a pas été pensionnaire. Je l'ai invitée à venir pour un séjour de plusieurs mois. Il en est sorti un album dans des circonstances qui étaient des circonstances assez particulières, qui avaient un peu changé le sens de la résidence. Mais je crois que depuis, il y a eu quelqu'un, je sais plus si c'est le cas. Oui, c'est ça. Mais évidemment, c'est des choses qui arrivent très, très tardivement. Et il ne faudrait pas que ça passe par cette transformation, me semble-t-il. Après, je pense à quelqu'un pour le coup que j'ai eu comme pensionnaire, qui est Anne-Margot Rammstein. Effectivement, ça n'est pas de la bande dessinée, mais c'est pleinement de l'illustration. Et ça assume clairement
ce parti d'illustration sans en… Enfin, elle a publié hier, je crois, un album qui n'est pas un album narratif, mais qui est un album de dessin, mais qui est bien sous format album, etc. Et ça n'empêche pas que ces planches originales sont absolument magnifiques, c'est autre chose, mais je pense que c'est plus intéressant. Et donc, cette espèce de convergence-là, peut-être fera qu'à un moment, on aboutira à quelque chose. Et comme enseignant, moi, j'ai souvent vu des étudiants arriver avec des sujets autour de la bande dessinée et de l'illustration qui étaient très mauvais, qui étaient du type de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le regretté Pierre Sterckx, c'est-à-dire, je vais vous montrer comment dans le travail d'un artiste contemporain, enfin d'un artiste BDaste d'aujourd'hui, il y a des influences qui remontent. Alors en général, c'était aussi original que Jérôme Bosch et Léonard de Vinci, enfin une chose comme ça. Et donc, bon, voilà, c'était des sujets que je refusais, évidemment, en essayant de réorienter, mais du coup, les étudiants étaient un peu paniqués et ne les prenaient pas. Pardon, ma réponse était trop longue. Une dernière question. Vraiment la dernière. Ben, monsieur était… Oui. Non, parce que je crois que ça passe… Si vous parlez fort sans parler dans le micro, ça ne passe pas en ligne. Alors, j'ai raté les premières minutes, j'étais en otage de la SNCF. Bon, j'espère que je ne vais pas poser une question sur quelque chose que vous avez évoqué au début de votre intervention. Je me demande dans quelle mesure, quand l'histoire de l'art actuellement, enfin les historiens d'art se penchent sur la bande dessinée, ils ne sont pas, pour beaucoup d'entre eux, un peu restés coincés à la posture qui était celle de Warne Doigotnik dans la grande exposition High and Low, Modern Art and Popular Culture au musée d'art moderne de New York en 1990. Donc, ils ont sorti un catalogue, un pavé énorme qui reste une référence, mais où en fait la posture générale, c'était tenez, regardez, quand on va voir dans les bandes dessinées, ça c'est de l'art, ça ressemble à l'art, voilà. Et bon, et pareillement dans les années suivantes, par exemple, il y a eu alors j'ai plus le lieu précis, mais une expo qui s'appelait Eye Infection, où il y avait entre autres Ellsworth Kelly mis côte à côte avec Robert Crumb et quelques autres personnes. Et bon, quand on lit les articles parus à l'époque dans les revues d'art, c'est oh mais c'est formidable, vous vous rendez compte, on peut là quand on met Crumb à côté d'Ellsworth Kelly, ah oui, il y a des choses. Enfin, donc il reste toujours un espèce de regard surplombant. Bon, et qui fait qu'il n'y a pas vraiment de dialogue qui s'installe. Et bon, j'ai l'impression que sur la durée, hein, depuis Modern Art and Popular Culture, donc depuis 30 ans, ce dialogue, il n'arrive pas à décoller. Il y a eu l'exposition Quintet aussi au MAC à Lyon en 2007, qui était très, très, très intéressante, qui mettait en valeur donc Shelton, Chris Ware, Blanquet, bon, et deux autres auteurs dont ne me reviennent pas. Mais bon, là aussi, on venait voir de la bande dessinée au musée d'art contemporain, mais bon, on en ressortait en disant « Ah, c'est super, j'ai vu de la bande dessinée au musée d'art contemporain. » Alors, oui et non. C'est vrai que j'aurais dû citer ces expositions, ou l'exposition de Crumb au musée d'art moderne de la ville de Paris en serait un autre exemple, mais aussi d'ailleurs les expositions de Crumb dans des galeries, etc. Il y a quand même une transformation, et je suis très embêté de devoir dire que la transformation, elle vient essentiellement du marché. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, les musées et l'histoire de l'art universitaire ont simplement emboîté le pas au marché qui, tout d'un coup, s'est mis à valoriser monétairement des productions d'auteurs de bande dessinée et donc de dire ça a de la légitimité. Et je pense que c'est ce qui va… C'est la seule manière finalement dont les choses vont se transformer, ce qui est quand même un peu embêtant d'un point de vue intellectuel. Et je crois que c'est juste une question d'habitude. Le moment où on aura vu plus d'expositions d'artistes de bande dessinée
dans des musées, on les considérera en tant que tels et on ne sera pas sous le coup de la surprise de ce point de vue-là. De la même manière, pour prendre l'exemple inverse, que quand on verra dans les musées consacrés à la bande dessinée plus d'expositions qui intègrent pleinement des artistes qui ne sont pas uniquement des artistes de bande dessinée, et je pense que c'est le cas de ce qui se fait ici depuis maintenant longtemps, ça change aussi le regard et ça permet simplement, c'est complètement idiot, mais c'est simplement le fait que, je ne sais pas, quand à l'occasion de l'exposition Hergé au Grand Palais, Thomas Schlesser, qui est un grand historien de Courbet et de l'imagerie populaire du 19e siècle, se retrouve à écrire, il est invité à écrire et du coup, ce qu'il ne fait pas tout seul ou ce que nous ne faisons pas tout seul, on le fait parce qu'on est sollicité de l'extérieur. Donc, toutes ces occasions font que ça va… Enfin, de ce point de vue-là, je suis peut-être un peu plus optimiste. Les choses vont se faire par ce biais-là. Enfin non, au contraire, ça doit me rendre complètement pessimiste si c'est par ce biais-là que ça se fait. Mais c'est comme ça. Et merci en tout cas.